Bonjour à tous, bienvenue à notre deuxième webinaire de l'année consacré à la rédaction du contrat de travail. Je suis Steven Théalier, avocat au barreau de Paris, et j'aurai le plaisir de co-animer ce webinaire avec mon associé Florian Carrière. Bonjour à tous. Alors, pour ceux qui nous suivent pour la première fois, quelques mots de présentation du cabinet Voxius. Voxius, c'est un cabinet entièrement dédié au droit social, spécialisé en droit social, qui accompagne les entreprises, les organisations professionnelles et les cadres dirigeants, aussi bien sur le volet conseil qu'en contentieux. Le cabinet est installé à Paris, mais nous intervenons partout en France. La particularité, c'est que tous les membres du cabinet sont titulaires du certificat de spécialisation en droit du travail délivré et reconnu par le Conseil national des barreaux. Et pour le reste, eh bien, nous nous efforçons au quotidien, chaque jour, de répondre aux attentes des clients qui sont, je pense, toujours les mêmes, traiter rapidement les dossiers, et apporter les solutions les plus pragmatiques possibles. Alors, si vous souhaitez nous interroger sur une problématique, nous confier un dossier contentieux ou simplement en savoir plus sur nos offres, eh bien, vous pouvez nous contacter à l'adresse mail contact@voxius-du6 avocat au pluriel.com qui va s'afficher dans le chat. Vous pouvez aussi consulter notre site internet. Nous avons également une page LinkedIn et un compte X, donc feu Twitter, où vous pouvez suivre toutes nos actualités. Nous vous incitons également à vous abonner à notre newsletter Vox News. Alors normalement, vous pouvez le faire via un bouton présent sur la page Webikeo. Vox News, c'est une newsletter qui paraît tous les 15 jours, qui est un condensé de l'actualité sociale sur une page, donc c'est très rapide à parcourir, avec des rubriques qui reviennent donc à chaque nouvelle édition, des rubriques assez définies, donc un chiffre de la semaine, un conseil de la semaine qui est en général une information concernant un dossier qu'on a eu à traiter, donc une information pratique, un retour d'expérience, l'info de la semaine qui est une actualité légale ou réglementaire, et puis le zapping de la jurisprudence qui est eh bien l'occasion de revenir sur les arrêts marquants de la Cour de cassation des dernières semaines, ou du Conseil d'État d'ailleurs. Vous pouvez également retrouver en replay tous les webinaires que nous avons organisés depuis plus d'un an désormais sur notre chaîne Webikeo. Des webinaires d'actualité, mais aussi des webinaires thématiques comme celui de ce matin. Nous en avons également animé concernant la procédure de licenciement, l'aménagement du temps de travail, les élections professionnelles, l'inaptitude, plus récemment sur la loi sur le partage de la valeur. Et puis, pour connaître les prochains webinaires que nous allons organiser, nous incitons encore une fois à vous abonner à notre newsletter où vous pourrez retrouver les dates et les thèmes qui seront abordés. Alors aujourd'hui, nous allons vous parler de la rédaction du contrat de travail et surtout identifier les risques auxquels vous êtes susceptibles d'être confrontés. Comme le sujet est très vaste, nous allons procéder par focus en abordant les points suivants. Les questions à se poser avant de commencer à rédiger le contrat, l'identification de la convention collective applicable. Nous aborderons ensuite les grandes spécificités du contrat à durée déterminée, celles du contrat de travail à temps partiel aussi. Nous dirons un mot de la clause de mobilité. Nous verrons également la clause de non-concurrence et nous terminerons par vous parler de la rémunération, de la clause sur la rémunération variable. Nous espérons qu'il restera quelques minutes pour répondre à vos questions à la fin. Donc voilà pour le programme. Je vais maintenant donner la parole à Florian qui va commencer à vous expliquer les questions qu'il faut se poser avant de rédiger le contrat de travail. Merci Steven. Alors,
Pour commencer, on va aborder les 3 grandes questions à se poser avant de rédiger le contrat de travail. Alors là, je pars du principe qu'on a déjà recruté notre collaborateur et qu'on a déjà identifié quelle typologie de contrat utiliser, c'est-à-dire est-ce qu'on est sur un CDD, est-ce qu'on est sur un CDI, est-ce qu'on est sur du portage salarial, sur de l'intérim, sur du groupement d'employeurs, enfin il y a toute une ribambelle de possibilités, mais là, tout ça a déjà été fait, on commence à rédiger le contrat de travail. Et là, il y a 3 grandes questions. Alors, comme l'a dit Steven, en réalité, il y en a bien plus, mais là, aujourd'hui, c'est juste voir les principaux points saillants. La première question à se poser, c'est quelle qualification retenir pour le collaborateur. Ça, c'est une première étape qui est bien souvent passée un peu rapidement par les entreprises, surtout dans les TPE, PME, où on va choisir la qualification un petit peu, permettez-moi l'expression, au pifomètre. En réalité, le choix de la qualification, et même je vais aller plus loin, du niveau de classification à retenir est essentiel parce que c'est ce qui va ensuite définir le bénéfice, l'éligibilité à certains avantages prévus par la convention collective et également la fixation des minima conventionnels à respecter. Donc, quand on est sur des salaires qui sont au niveau des minima conventionnels, le fait de ne pas être sur la bonne qualification et même ne pas être sur le bon niveau de classification, le bon niveau de coefficient, peut avoir des incidences. Et donc, en cas de contentieux, on peut avoir des demandes de rappel de salaire parce qu'un salarié va venir dire « j'aurais dû être à un niveau de classification plus élevé et donc le minima conventionnel qui m'a été appliqué n'était pas le bon ». Alors, comment on fait ça? Il va falloir s'appuyer tout d'abord sur la fiche de poste. Les fiches de poste, dans les grandes entreprises, on a généralement des fiches de poste. Mais sur des entreprises de taille intermédiaire, les fiches de poste sont souvent absentes ou alors très anciennes. Et c'est essentiel, ça c'est le premier wording de ce webinaire, d'avoir des fiches de poste, déjà d'en avoir et de les avoir actualisées, parce que la fiche de poste, elle va permettre de déterminer la qualification et la classification du salarié, mais va avoir également une incidence sur plein d'autres situations. Très régulièrement avec Steven Théalier, quand on plaide au conseil de prud'homme, eh bien, la question des conseillers prud'homme de savoir est-ce qu'il existe une fiche de poste se pose. Par exemple, parce qu'on va essayer de défendre un licenciement pour insuffisance professionnelle et que donc va se poser la question de est-ce que les carences professionnelles que l'on reproche aux salariés rentraient bien dans le périmètre de ses fonctions? Et si vous n'avez pas de fiche de poste, eh ben, ça peut être difficile de le prouver. On peut être sur un licenciement pour insuffisance, sur inaptitude, avec des recommandations de restriction du médecin du travail et savoir est-ce que c'était compatible avec son poste. Eh bien, la fiche de poste pourra y répondre. Ça peut être également sur un licenciement pour motif disciplinaire. Souvent, quand les relations commencent à se tendre avec les collaborateurs, eh bien, il y a certaines tâches qui étaient effectuées par le passé, mais qui figuraient pas dans le contrat de travail ou dans la fiche de poste. Et puis, le collaborateur va dire, je n'ai pas à les faire, je peux refuser aujourd'hui de les faire parce que ça ne rentre pas dans le périmètre de mes fonctions. Et là encore, l'absence de fiche de poste peut être une problématique. Donc, pour toutes ces raisons, la fiche de poste est essentielle. Et si j'en reviens à mes moutons et à la question de la qualification, c'est sur cette base-là, une fois que l'on a défini l'étendue des fonctions à attribuer aux collaborateurs, que l'on va pouvoir définir le niveau de qualification et de classification. Alors, vous avez 2 types de conventions collectives. Vous avez les conventions collectives qui n'ont pas de grille d'emploi repère, où en fait, on va vous expliquer quel est le cheminement à faire pour déterminer le niveau de classification. Et ça peut être compliqué, notamment si on a des internautes aujourd'hui qui se relèvent de la convention collective de la métallurgie. Tous ceux qui ont dû définir les nouveaux niveaux de classification suite à l'adoption de la convention collective nationale unique de la métallurgie au 1er janvier 2024 savent que ça a été un gros morceau, le système de cotation pour savoir, cotation des emplois pour savoir quelle classification attribuer aux salariés, c'est pas toujours évident. Vous avez d'autres conventions collectives qui prévoient des systèmes de grille d'emploi repères. Alors, c'est qu'un indice, mais c'est un indice très intéressant, c'est-à-dire que vous allez avoir un tableau, très concrètement, vous indiquant pour tel poste qui regroupe telle grande fonction, ça sera tel niveau de classification. Et donc là, ça va être beaucoup plus simple pour vous de déterminer le niveau de qualification et de classification des collaborateurs.
La deuxième question à se poser, c'est la structure de rémunération à appliquer. Est-ce qu'on va être sur une rémunération fixe uniquement? Est-ce qu'on va y ajouter un variable? Si oui, dans quelles conditions? Est-ce que si on est par exemple sur des postes de commerciaux, on va mettre en place un système de commissionnement? La grande différence étant que le variable, quand on parle de bonus, généralement, c'est qu'on va attribuer des objectifs aux salariés et il va percevoir une prime s'il remplit ses objectifs et s'il surperforme, alors que le système de commissionnement, c'est en fait un pourcentage qui va être attribué sur les contrats qui vont être négociés, de sorte qu'un négociateur, un commercial, même s'il ne remplit pas ses objectifs, dès lors qu'il signe un contrat, il peut avoir un pourcentage à titre de commission. Et puis, est-ce qu'on met en place des dispositifs d'épargne salariale? La problématique des rémunérations variables, c'est qu'on est sur du salaire, c'est chargé. Ça peut être intéressant d'avoir des dispositifs de participation, d'intéressement pour les entreprises de moins de 50 salariés, de mettre en place un système de prime de partage de la valeur. Enfin, vous avez tout un arsenal possible pour la rémunération des collaborateurs et puis pour l'optimisation fiscale et sociale des sommes qui vont être versées. On ne rentre pas ici dans les détails encore une fois. L'idée, c'est d'ouvrir les chakras sur l'étendue des possibles, sachant que sur la rémunération variable, là, pour le coup, il y aura un focus dans quelques minutes sur cette question parce qu'il y a beaucoup d'écueils qu'il faudra éviter. Et puis enfin, dernière grande question, c'est quelle est la durée du travail à appliquer? Et là, il y a beaucoup d'idées reçues. Très souvent, quand on discute avec les clients, pour des cadres, on part bille en tête sur du forfait jour. Alors que ce n'est pas parce que vous êtes cadre que vous remplissez forcément les conditions afférentes au forfait jour, notamment des conditions d'autonomie dans l'organisation de l'emploi du temps. Mais au-delà de ça, j'en échangeais encore la semaine dernière avec un client qui est en train de créer une société dans le sud de la France et on se posait la question de l'application pour les responsables d'agence du statut de forfait jour. Et en discutant avec lui, je me rends compte que, a priori, les cadres ne vont pas travailler sur une durée bien plus importante que les autres collaborateurs. On va peut-être être sur du 37, 38 heures par semaine. Et donc, je lui disais, mais en fait, le système de forfait jour n'a strictement aucun intérêt pour vous. Mettre des salariés cadres au forfait jour, ou même des non-cadres, puisque pour les agents de maîtrise, sous certaines conditions, c'est également possible, ça n'a en réalité d'intérêt que si vous anticipez une durée du travail importante. Parce que l'intérêt du forfait jour, c'est principalement le fait de ne pas avoir à décompter la durée du travail et de ne pas être soumis aux durées maximales du temps de travail. Donc, si vous avez des collaborateurs cadres qui ne réalisent pas plus de 38, 39 heures, par exemple, par semaine, recourir au forfait jour, c'est probablement pas intéressant. Parce que la convention collective prévoit souvent des systèmes de minima conventionnels spécifiques pour les cadres. Et donc, ça vous coûte plus cher d'embaucher un cadre au forfait jour parce que y a la rémunération des suggestions du forfait jour. Et puis surtout, vous avez tout le formalisme afférent au forfait jour en termes de contrôle de la charge de travail, d'entretien annuel d'évaluation, etc., enfin d'entretien de suivi, qui ne sont pas simples à mettre en place. Je vous renvoie là-dessus. Si vous allez sur notre chaîne Webikeo, vous avez donc le replay de tous nos webinaires et on avait fait l'an dernier un webinaire spécifique sur la durée du travail où on abordait notamment dans le détail, pour le coup, les forfaits jours. Donc là, c'est un premier totem, une première idée reçue. À l'inverse, on a souvent, en discutant avec les clients, des salariés qui vont non cadres, qui sont embauchés systématiquement à 35 heures, par exemple, avec paiement des heures supplémentaires, sans autre dispositif de flexibilité de la durée du travail. Et là, depuis la loi du 20 août 2008, on a la possibilité, en matière de durée et d'aménagement du temps de travail, de faire plein de choses. C'est une véritable boîte à outils à disposition des employeurs. Là, je sors du giron du contrat de travail parce que ça suppose bien souvent des accords collectifs d'entreprise ou d'appliquer directement votre convention collective, mais vous pouvez mettre en place plein de choses. Autre exemple, je discutais avec un client qui me disait le droit français est totalement idiot parce que moi, j'ai des salariés que j'embauche à 37h30 par semaine. Je les paye 37h30 quand ils font 37h30. Je paye des majorations de salaire lorsqu'ils font plus que ça. Mais j'ai des périodes dans l'année creuse où ils ne font pas leurs 37h30 et je les paye quand même. Donc, je les paye à fond perdu. Et on lui répondait avec Steven, mais en fait, permettez-nous, mais c'est votre système qui est idiot. Parce qu'on peut mettre en place un dispositif d'annualisation du temps de travail
pour faire en sorte justement que vous ne payez pas à fonds perdu les collaborateurs pendant les périodes de sous-activité. Donc, il y a plein de choses à envisager. Il y a le forfait heure, il y a le dispositif spécifique pour les cadres dirigeants, il y a la question du travail de nuit, la question du travail dominical, la question des astreintes. Donc, il y a toutes ces questions-là à se poser. Je passe sur le temps partiel parce que Steven fera un petit focus sur le temps partiel des collaborateurs. Alors, une fois qu'on s'est posé ces grandes questions, il y a une autre problématique importante, c'est l'identification de la convention collective applicable. Alors, ça concerne principalement les entreprises, s'il y en a aujourd'hui, qui vont embaucher leurs premiers salariés, mais ça concerne en réalité toutes les entreprises, parce que entre le moment où vous avez créé votre activité et que vous avez identifié la convention collective applicable, il peut y avoir une évolution de votre activité qui fait qu'à un moment donné, peut-être 10, 15, 20 ans après, eh bien, la CCN qui est appliquée dans l'entreprise ne correspond plus à votre activité principale. Donc, comment identifie-t-on la convention collective à appliquer? Le principe, c'est qu'elle va être définie en fonction de l'activité principale de votre entreprise. Ce qui veut dire que là encore, on combat une idée reçue, c'est pas le code APE attribué à votre entreprise qui permet de déterminer la convention collective. Bien souvent, les entreprises, quand on leur demande comment la convention collective a été choisie, on nous répond en fait, c'est le code APE qui a renvoyé à la convention collective. Et le code APE, ça n'a qu'une valeur indicative, pour une raison qui est très simple. C'est que moi, je peux demain créer une entreprise et l'immatriculer avec un code APE totalement fantaisiste qui n'a aucun rapport avec mon activité principale. Donc, c'est qu'un indice de l'activité réelle de l'entreprise. Il faut vérifier quelle est concrètement l'activité principale de la société. Et alors, pour ce faire, comment on identifie l'activité principale? Parce que vous pouvez avoir des entreprises avec plusieurs activités différentes. Alors, tout d'abord, on va regarder les activités mentionnées dans les statuts de l'entreprise. Là encore, c'est qu'une valeur indicative parce que vous pouvez avoir une évolution de l'activité, mais on va partir du principe que l'activité mentionnée dans les statuts correspond à ce que vous réalisez réellement. Donc, ça permet de cadrer l'activité de la société. Et ensuite, on a des indications du ministère du Travail qui nous disent, si vous êtes sur une activité du secteur industriel, on va regarder l'activité effective qui occupe le plus grand nombre de salariés, alors que si vous êtes sur le secteur commercial, ça va être l'activité effective qui génère le chiffre d'affaires le plus élevé. On va mouliner ces différentes informations et on va regarder, à partir de tout cela, quelle est la convention collective qui correspond le plus à votre secteur d'activité principal. Dans un cas d'école, il va y avoir une seule convention collective qui va ressortir. Parfait, c'est cette convention collective qu'il faut appliquer. Mais bien souvent, on va s'apercevoir qu'en réalité, votre activité va être à cheval sur plusieurs conventions collectives. Alors, à cheval sur plusieurs conventions collectives, un autre exemple, en début d'année, on avait un client qui applique historiquement la métallurgie alors que ce n'est pas du tout son activité, ça n'a même jamais correspondu à son activité. Et donc, en moulinant ces différents critères, on est arrivé sur 4 conventions collectives différentes. Parce que dans le champ d'application de ces conventions collectives, on avait des bouts en fait, d'activités réalisées par la société. Donc, quand on est dans cette situation qui est très fréquente, bien souvent on est à cheval entre 2 ou 3 conventions collectives, eh bien on va regarder, déjà bien entendu, la convention collective la plus intéressante pour l'entreprise à appliquer, et puis concrètement, en regardant le détail de la CCN, celle qui semble la plus pertinente juridiquement. Et un des indices, ça peut être justement les grilles d'emploi repères qu'on évoquait pour les qualifications, parce que si vous avez des grilles d'emploi repères qui ne correspondent pas du tout à la cartographie des emplois de votre entreprise, c'est que probablement, ce n'est pas cette CCN-là qui doit être appliquée. Une fois qu'on a identifié la bonne CCN, surtout, faites attention à un point et c'est une erreur constante dans les contrats de travail, ne surtout pas contractualiser la mention de la CCN. Il faut que vous l'indiquiez dans le contrat, mais avec les précautions d'usage qui s'imposent pour préciser que ce n'a qu'une valeur indicative. Parce que si vous vous êtes trompé dans l'application de la convention collective, dans ce cas-là, si la convention collective que vous appliquez dans les faits est plus avantageuse pour les salariés que celle qui correspond à votre activité principale,
c'est ce qu'on appelle un usage. Et cet usage, il peut être dénoncé. Il y a une procédure de dénonciation de l'usage à respecter qui vous permet, moyennant un délai de prévenance, de pouvoir basculer sur la bonne convention collective. De même, si vous appliquiez initialement une convention collective qui correspondait à votre secteur d'activité, mais que, de par l'évolution de l'activité de l'entreprise, vous êtes sorti du giron de cette convention collective. On avait un client il y a quelques années qui, historiquement, était dans la métallurgie parce qu'il était dans la fabrication d'éléments d'automobile et qui, petit à petit, son activité principale a basculé sur de la formation. Et donc, on aurait dû appliquer la convention collective des organismes de formation, dénoncer la convention collective de la métallurgie, sauf qu'on s'est aperçu en regardant les contrats de travail que la mention de la convention collective avait été contractualisée. Et ce qui veut dire que là, vous avez une difficulté, parce que n'importe quel collaborateur peut vous dire, peu importe que la convention collective que vous m'appliquiez ne correspond plus ou n'a jamais correspondu à l'activité principale de l'entreprise, moi, dans mon contrat de travail, vous avez contractualisé la mention de cette CCN, elle est plus avantageuse pour moi, et donc, vous devez continuer à me l'appliquer. Donc, faites très attention, regardez vos contrats de travail, et si ça a été contractualisé, donc là, j'ai Colline qui me demande quelles sont les précautions. En fait, il faut regarder, c'est toute la formulation, il faut regarder concrètement les formules utilisées dans vos contrats et de voir au visage de la jurisprudence si on considère que ça a été contractualisé ou pas. On a fait le travail d'audit des contrats au mois de janvier pour un client, celui qui était à cheval sur 4 conventions collectives. Bon, il y avait 80 salariés, si ma mémoire est bonne. Sur les 80 salariés, on avait 7 ou 8 matrices de contrats de travail différentes. Et on avait des formulations où il avait été indiqué à titre informatif, la convention collective de la métallurgie sera celle appliquée à la relation de travail. Pas de souci. Il y en avait d'autres où c'était la convention collective applicable sera celle de la métallurgie. Point. Et donc là, la jurisprudence constante me dit, ça, il n'y a aucune réserve, ça vaut contractualisation. Et puis, il y en avait une autre que j'ai en tête, une autre matrice de contrat où il était indiqué que, sauf dénonciation ou mise en cause, la convention collective de la métallurgie sera la convention collective applicable à la relation contractuelle. Et là, autant on avait prévu l'hypothèse de la mise en cause, très bien, mais l'hypothèse d'un usage n'avait pas été prévue, et donc, en cas de contentieux, on n'est pas sûr que ça passe devant un conseil de prud'homme. Donc, il faut regarder au cas par cas vos contrats de travail pour étudier si oui ou non la mention de la convention collective a été contractualisée. Et si ça a été contractualisé, je vous invite grandement à réviser les contrats. Et dans ce cas-là, le plus simple, c'est de trouver un élément déclencheur, un motif pour réviser l'ensemble des contrats, de sorte que on puisse cleaner cette mention de la convention collective. Alors, je vais prendre une ou deux questions. Corinne, nous mettons dans nos contrats, à titre informatif au regard de l'activité principale et réelle de l'entreprise, le présent contrat de travail est régi par les dispositions de la convention collective de branche commerce de gros. Est-ce correct? Alors, cette mention-là, effectivement, elle est correcte dans l'hypothèse où la convention collective que vous appliquez correspond bien aujourd'hui à votre activité principale. Si demain, vous avez une évolution de l'activité qui vous fait sortir du giron de cette convention collective, on pourra dire que dans les contrats, il avait bien été indiqué qu'aujourd'hui, on appliquait la CCN qui correspondait à l'activité principale. Donc, on va pouvoir mettre en place la procédure de mise en cause de la convention collective et votre disposition ne nous bloquera pas, c'est très bien. Par contre, si jamais, malgré ce qui est indiqué dans les contrats, commerce de gros ne correspond déjà pas aujourd'hui à l'activité principale de l'entreprise, dans ce cas-là, là où la formulation nous bloquerait, ça serait d'utiliser la procédure de dénonciation de l'usage, parce que la formulation de votre contrat de travail aujourd'hui semble considérer que le seul moyen de changer de convention collective, c'est le changement d'activité principale de l'entreprise. Et c'est précisément la problématique qu'on a eue avec le client que j'évoquais, c'est que nous, on n'était pas sur une mise en cause en raison d'un changement de l'activité. On avait appliqué une convention collective qui, depuis le début, ne correspondait pas à notre secteur d'activité. Et ça, on peut considérer que ça constitue un usage, ce qui permet
de changer la convention collective de façon beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide qu'en cas de dénonciation ou de mise en cause d'un accord collectif, parce que, pour dire les choses très rapidement et de façon la plus claire possible, si vous avez un basculement de votre activité principale, dans ce cas-là, ça veut dire que vous devez appliquer la procédure de mise en cause de la convention collective. On met en cause la convention collective. Il y a un délai de survie de 12 mois plus le délai de préavis prévu par votre convention collective qui est généralement 3 mois. Donc, un délai de survie pendant 15 mois. Pendant cette période de 15 mois, il faut négocier ce qu'on appelle un accord collectif de substitution. Si vous négociez un accord collectif de substitution, ça met fin à l'application de la convention collective d'origine. Si vous n'arrivez pas dans ce délai-là à négocier un accord collectif de substitution, et qui dit négociation dit généralement devoir concéder que quelques avantages de la convention collective d'origine seront maintenus, eh bien, si vous n'avez pas de négociation d'un accord de substitution à l'issue de ce délai de 15 mois, vous devez appliquer ce que vous connaissez peut-être, le mécanisme de maintien de la rémunération annuelle garantie en application de la CCN. Je ne rentre pas ici dans les détails, c'est très complexe, mais potentiellement, vous allez avoir une problématique de maintien de certains éléments de salaire qui étaient prévus par votre convention collective d'origine. Alors que si on est sur la dénonciation d'un usage, si on dit, en fait, cette convention collective, elle n'a jamais été la convention collective correspondant à l'activité principale de l'entreprise, c'est un usage, eh bien, la procédure de dénonciation d'usage est beaucoup plus simple. Vous consultez vos représentants du personnel si vous en avez, vous informez individuellement les salariés, vous respectez un délai de prévenance qu'il va falloir calibrer en fonction de l'étendue des avantages issus de cette convention collective pour les salariés. Et à l'issue de ce délai, c'est terminé. On passe sur la nouvelle convention collective. Pas de problématique d'accord de substitution, pas de problématique de dispositif de maintien de la rémunération annuelle garantie. Donc, c'est beaucoup plus simple. Donc, dans vos contrats, il faut pouvoir aussi envisager cette situation d'usage si jamais on n'est pas tout à fait certain que la convention collective qui a été appliquée correspond à l'activité principale. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette mention-là. Il y a d'autres questions qu'on prendra en fin de webinaire. Je vais laisser la parole à Steven pour vous parler des CDD et du temps partiel. Merci Florian. Bon, il nous reste un peu plus d'un quart d'heure. Je vais essayer d'être concis. Alors, concernant le CDD et le temps partiel, bien évidemment, le risque se situe sur le formalisme au départ. Donc, on est sur la rédaction du contrat de travail. Contrairement au CDI, vous savez que le CDI peut être un contrat verbal. Même si les conventions collectives prévoient bien souvent que le contrat doit faire l'objet d'un écrit avec certaines mentions, mais c'est assorti d'aucune sanction. Le principal point de vigilance à avoir, c'est que lorsque vous êtes sur un CDD ou un temps partiel, il faut impérativement avoir un contrat écrit qui respecte les mentions prévues par le Code du travail. C'est la première chose. Lorsqu'on aborde le CDD spécifiquement, bien évidemment, le deuxième point à avoir en tête, c'est le motif de recours. Et là, déjà, c'est un point de contentieux très fréquent. Vous ne pouvez conclure un CDD que dans l'un des cas de recours mentionnés par le Code du travail, prévu par la loi. Et ces cas de recours, donc, ils sont mentionnés sur la slide que vous regardez. Le premier cas est très souvent, bien sûr, le plus fréquent, c'est le remplacement d'un salarié absent. Alors, différents types d'absence, mais voilà pour ce premier cas. Le deuxième cas, c'est l'accroissement temporaire d'activité. Là aussi, c'est un motif qu'on voit très souvent, mais encore faut-il le justifier par la suite. Donc, on justifie aussi lors de la rédaction du contrat. Il faut que ça soit une tâche précise temporaire. Il peut être aussi conclu ce CDD pour les emplois saisonniers. Bon, là, on est dans la saison du ski en ce moment, donc les moniteurs de ski français, de l'école du ski français, sont employés en contrat saisonnier. Vous avez les contrats
qu'on appelle dits d'usage, c'est des secteurs qui sont prévus d'ailleurs par décret, dans lesquels il est autorisé de conclure des CDD. Alors, ça peut être le secteur du spectacle, de l'audiovisuel, le secteur de l'hôtellerie, restauration, par exemple. Mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ça doit concerner un emploi qui ne concerne pas l'activité normale et permanente. Donc, on est non seulement encadré concernant le domaine, mais également par la nature de l'emploi. Hein. Donc, par exemple, dans le secteur du spectacle, un acteur pourra être employé en contrat d'usage. En revanche, bien peut-être que un producteur audiovisuel qui a un emploi on va dire permanent, eh bien lui ne pourra pas faire l'objet d'une embauche en CDD. Donc ça dépend à la fois du domaine, mais également aussi de la nature de l'emploi. Il faut être vigilant, c'est pas parce que vous êtes dans un secteur où il est permis de conclure des CDD d'usage que nécessairement vous pouvez embaucher tous vos salariés dans cette modalité. Il faut faire attention à l'emploi. Vous avez également les CDD à objet défini, CDD ingénieur, et puis tous les CDD relatifs à la politique de l'emploi, par exemple les contrats d'insertion. Donc, la première chose à savoir, c'est être dans un de ces cadres courts et pouvoir en justifier en cas de contentieux. Il ne suffit pas de mentionner dans la rédaction du contrat de travail que vous êtes dans un de ces cadres courts, c'est déjà le minimum, mais après, il faudra pouvoir justifier de la réalité de ce recours en cas de contentieux. Le formalisme, donc je vous l'ai dit, ça doit faire l'objet d'un contrat écrit qui contient les mentions prévues par le Code du travail. Le CDD doit être théoriquement transmis dans les 2 jours ouvrables qui suivent l'embauche. Donc, au plus tard, dans les 2 jours ouvrables qui suivent l'embauche, vous devez remettre un contrat écrit, signé par le salarié. Alors, s'il n'y a pas de signature, ça équivaut à une absence d'écrit. Alors, vous allez me dire, oui, mais s'il refuse de signer, alors il y a de la jurisprudence bien évidemment là-dessus. Si vous arrivez à démontrer que le salarié a finalement eu un comportement malicieux de mauvaise foi et qu'il a exprès fait courir ce délai de 2 jours, il ne vous a pas rendu l'écrit au bout du délai de 2 jours pour espérer ensuite obtenir la requalification de son CDD, évidemment que la jurisprudence, dans ces cas-là, le déboutera de sa demande. Mais encore faut-il démontrer qu'il y a eu finalement mauvaise foi du salarié ou en tout cas intention malicieuse. Quand on parle de CDD, on parle aussi, bien sûr, de termes. Donc, le terme, il peut être de 2 ordres, soit un terme certain, dit précis, ou incertain, précis. Précis, c'est quoi? Ça veut dire que dans le cadre de la rédaction de votre contrat, vous allez préciser la date à laquelle il prendra fin, ou bien vous allez préciser la durée pour laquelle est conclu ce CDD, qui peut être une durée en jours, en semaines, en mois. Pour les CDD à terme précis, vous pouvez prévoir une clause de renouvellement de ce CDD. Il y a quand même une limite, c'est que ces CDD ont une durée maximale qui est prévue par la convention collective ou, à défaut, par la loi. C'est les dispositions supplétives du Code du travail qui prévoient que la durée maximale, en principe, est de 18 mois. Alors, je vous dis en principe parce qu'il y a des exceptions. Il y a des durées plus courtes, 9 mois, ou des durées plus longues, 24 mois. Donc, je ne vais pas aborder les exceptions, mais vous pouvez les retrouver. Elles sont désignées dans le Code du travail. Sur le terme imprécis du CDD, ça concerne principalement les CDD de remplacement, puisque on ne sait pas forcément à l'avance quand va se terminer
l'absence du salarié. Souvent, par exemple, pour un salarié absent pour maladie, vous avez l'arrêt initial de travail, mais cet arrêt, bien sûr, peut faire l'objet d'un renouvellement. Donc là, il est permis pour ce type de cas de recours de mentionner non pas une date précise, mais que le CDD prendra fin lors du retour du salarié dans l'entreprise. Ça peut être aussi le cas pour une absence pour maternité, par exemple, congé parental d'éducation, remplacement pendant un congé parental d'éducation. Là aussi, parfois, vous pouvez avoir des prolongations parce que il y aura des congés accolés au congé maternité, des congés payés accolés au congé maternité, ou bien le congé parental d'éducation peut faire l'objet d'une prolongation. Donc voilà. Donc là, on est sur un CDD à terme incertain avec une absence de durée maximale, mais avec l'obligation de prévoir néanmoins une durée minimale. Par exemple, pour les CDD de remplacement d'un salarié absent, pour maladie, la durée minimale correspondra à l'arrêt initial que vous avez reçu. Alors, il y a également des règles de succession de CDD. On ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas empiler comme ça les CDD avec le même salarié pendant des années. D'ailleurs, vous tomberiez dans une des conditions de validité du CDD, qui est de ne pas pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Donc, on a des règles de délai de carence concernant la succession de CDD sur le même poste de travail avec un même salarié. Donc, ce délai de carence, il est prévu par le Code du travail. Il est égal lorsque le contrat, le CDD initial est inférieur à 14 jours, il est égal à la moitié de la durée de ce premier contrat, et pour les CDD d'une durée supérieure au tiers de la durée du premier contrat. Donc, vous devez respecter ce délai de carence avant de conclure un deuxième CDD. Pour les successions de CDD sur des postes différents mais avec le même salarié, il y a également un délai de carence qui n'est pas prévu par la loi, mais qui est soumis en tout cas à l'appréciation des juges. Donc, il faut encore une fois respecter ce délai. Il est recommandé de respecter un délai comparable à celui prévu en cas de succession sur le même poste avec un même salarié. Bon, sachant que les conventions collectives peuvent prévoir également des délais de carence spécifiques. Il n'y a pas de délai de carence, et ça c'est à retenir, il n'y a pas de délai de carence pour les CDD de remplacement ou pour les CDD saisonniers. Donc là, par contre, vous pouvez enchaîner les CDD lorsque vous êtes dans le cas de remplacement d'un salarié absent. Je continue. Alors, la principale sanction concernant le non-respect des conditions de validité d'un CDD, c'est la requalification en CDI. À noter quand même que le non-respect du délai de transmission de 2 jours ouvrables suivant l'embauche du CDD, qui était avant un cas de requalification en CDI, n'entraîne plus désormais, il y a une modification du Code du travail, n'entraîne plus désormais à lui seul cette sanction-là, mais le salarié peut prétendre à une indemnité égale au maximum à 1 mois de salaire. Les conséquences de la requalification, c'est d'abord une indemnité qui ne peut être inférieure à 1 mois de salaire, une indemnité qui sera mise à la charge de l'employeur. L'ancienneté du salarié est appréciée à compter de la date du premier CDD, et si il y a requalification antérieurement au terme du CDD, on analyse le terme du CDD comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec toutes les conséquences indemnitaires, dommages, intérêts calculés, pour rupture du contrat de travail calculé sur le barème Macron, indemnité de licenciement, indemnité de préavis, et puis alors une des conséquences, c'est que le salarié, quand il a perçu une indemnité de fin de contrat, dans certains cas de CDD, il n'est pas tenu de la restituer. Il y a également des sanctions pénales, mais je passe.
Concernant le temps partiel, c'est quoi un temps partiel? C'est lorsque le salarié, bien sûr, travaille en dessous de la durée légale du travail ou de la durée prévue par la convention collective applicable, sachant que cette durée, il y a une durée minimale légale de 24 heures par semaine. Pour le salarié à temps partiel, il y a également les mentions obligatoires qui doivent être prévues au contrat, donc elles sont prévues par le Code du travail, qualification du salarié, l'élément de rémunération, durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, important, répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir et nature de cette modification, modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit aux salariés et limite de réalisation des heures complémentaires. Concernant les heures complémentaires, je passe très vite. Il y a des délais de prévenance qui s'appliquent pour demander aux salariés de faire des heures complémentaires. On ne parle pas d'heures supplémentaires pour les contrats à temps partiel. On parle d'heures complémentaires. Toutes les heures qui dépassent la durée qui est fixée au contrat. Ces heures complémentaires, elles ne peuvent être réalisées que dans certaines limites. Elles ne peuvent pas dépasser le 10e de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat, ou bien, si un accord de branche ou d'entreprise le prévoit, le tiers, ça peut aller jusqu'au tiers de cette durée. Voilà. Mais il faut encore une fois un accord collectif. Et aussi, la limite suprême, c'est que jamais vous ne pouvez faire travailler un salarié avec des heures complémentaires au-delà, enfin, en tout cas, il ne faut pas que ça atteigne la durée légale du travail, 35 heures. Sinon, il y a risque de requalification du salarié du contrat de travail, en contrat à temps plein. Il y a également des majorations qui sont différentes de celles prévues pour les heures supplémentaires, donc 10% pour chacune des heures accomplies dans la limite du 10e des heures prévues au contrat et 25% pour les heures accomplies entre le 10e et le tiers des heures prévues au contrat de travail. Il n'est pas possible, contrairement aux heures supplémentaires, de remplacer les heures complémentaires par du repos compensateur. Et c'est tout ce que je vais vous dire pour cette slide pour avancer. Concernant les sanctions, eh bien, la sanction pour le temps partiel, c'est la requalification en temps plein. En cas de non-respect des mentions légales obligatoires qui doivent être prévues donc, dans le contrat, des dispositions relatives aux limites légales et conventionnelles de la durée du travail, etc. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que l'employeur peut se sauver, pour ainsi dire. Il peut démontrer que la durée exacte convenue correspondait bien à un temps partiel, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de savoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition. Donc, si vous voulez, s'il ne respecte pas le contrat, enfin les dispositions, les cas que je vous ai énumérés, le contrat est présumé à temps plein, mais l'employeur peut rapporter la preuve contraire devant le juge. Les conséquences, c'est des dommages à intérêts pour les irrégularités du contrat et puis finalement le recalcul des salaires sur la base d'un temps plein sous déduction des sommes qui ont déjà été versées pour la durée travaillée. Il y a également des sanctions pénales qui sont prévues. Alors, on va passer sur la clause de mobilité très vite. La clause de mobilité, c'est quoi? C'est la stipulation par laquelle un salarié accepte à l'avance que son lieu de travail puisse être modifié. Le principe en termes de lieu de travail, c'est que normalement, le travail doit s'effectuer dans un secteur géographique spécifique. L'employeur peut, c'est un simple changement des conditions de travail, donc peut muter le salarié dans ce secteur géographique qui est en fait
qui fait l'objet d'une appréciation des juges du fond. Donc, Paris est un secteur géographique, mais voilà, une distance entre deux villes, ça peut constituer un secteur géographique. Ça va dépendre du temps de trajet, ça va dépendre du réseau de transport, etc. Donc, on va dire qu'on a ce secteur géographique dans lequel l'employeur peut muter le salarié sans l'accord de son salarié. Et puis, au-delà de ce secteur, il a besoin de l'accord parce que c'est considéré par la jurisprudence comme une modification du contrat de travail. Eh bien, la clause de mobilité permet de déroger à ce principe. On va pouvoir muter un salarié au-delà du secteur géographique grâce à la mise en œuvre de cette clause. Cette clause, elle doit cependant, pour être licite, satisfaire des conditions de validité qui ont été définies par la jurisprudence. Elle doit, au premier lieu, définir de façon précise sa zone géographique d'application. Alors, ce qu'on voit très souvent dans les contrats de travail, c'est que on a des contrats qui mentionnent le contrat pourra être muté en tout endroit, voilà, par l'employeur. Donc ça, c'est pas possible. Il faut définir le périmètre. Le département, ça peut être la France entière, ça peut être la France métropolitaine par exemple, mais il faudra, et ça c'est la limite, il faut que ça soit conforme, en tout cas indispensable à la protection des intérêts des légitimes de l'entreprise et proportionné au but recherché compte tenu de l'emploi occupé. Donc là encore, on ne fait pas n'importe quoi, on ne met pas des clauses de mobilité dans tous les contrats, on s'interroge de savoir si c'est vraiment utile et par rapport à l'intérêt de l'entreprise, par rapport à l'emploi du salarié. Elle ne peut pas, cette clause, conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée. Donc, c'est-à-dire qu'il faut véritablement il faut véritablement que le salarié, quand il signe son contrat, il sache où il est susceptible d'être muté par la suite au cours de la relation contractuelle. Les clauses de mobilité intragroupe sont interdites, donc on ne peut pas les introduire. Pourquoi ? Parce que ça implique un changement d'employeur. Donc là, il faut nécessairement l'accord du salarié. Donc, une fois qu'on a vu les conditions de licéité de la clause de mobilité, il y a les conditions de mise en œuvre. Donc là, il y a aussi un contrôle du juge, cette fois-ci sur la loyauté de l'employeur dans la mise en œuvre de cette clause. Il ne faut pas qu'elle soit mise en œuvre pour sanctionner le salarié. Ça peut être une sanction déguisée de muter le salarié dans un autre établissement. Donc là, le juge va vérifier qu'il y a une véritable raison, que c'est dans l'intérêt de l'entreprise de muter ce salarié sur un autre établissement. Il peut y avoir des refus légitimes ou non légitimes. Alors, le salarié qui refuse sans s'expliquer sur la clause de mobilité, sur sa mobilité, sa mutation, eh bien, ça peut constituer un motif de licenciement, y compris disciplinaire. Donc ça, il n'y a pas de sujet là-dessus. En revanche, s'il commence à faire état d'impératifs familiaux, eh bien là, il faut être vigilant. Ça ne veut pas dire que ça ne constituera pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, mais dans ces cas-là, ça sera pas nécessairement disciplinaire. Donc, en fonction des explications qui sont données. Je vais passer, si vous avez un salarié protégé, vous serez obligé, soit en cas de refus, de renoncer, soit de solliciter une autorisation de licenciement devant l'inspection du travail, puisque vous savez que c'est la procédure applicable pour les salariés protégés. Sur la clause de non-concurrence, je vais aller très vite parce que nous avons dépassé le temps qui nous est imparti. C'est la stipulation par laquelle le salarié s'interdit, après la rupture du contrat, d'entrer au service d'une entreprise concurrente ou de créer sa propre activité dans le même secteur d'activité. Le principe, c'est que pendant la durée du contrat de travail, le salarié, il est tenu à une obligation de loyauté vis-à-vis de son employeur qui l'empêche d'exercer une activité concurrente en parallèle. Et la seule façon de faire quelque part
perdurer cette obligation, c'est d'introduire dans le contrat une clause de non-concurrence. Alors là, encore une fois, il y a des conditions de validité qui ont été posées par la jurisprudence qu'il faut impérativement respecter et ça se fait dès la rédaction du contrat de travail. Il va falloir expliquer en quoi elle est légitime, elle est conforme aux intérêts de l'entreprise et proportionnée par rapport à l'emploi occupé du salarié. Donc, c'est la première chose. Elle doit être limitée dans le temps et dans l'espace, donc une durée d'1 an, 6 mois, etc. Et dans l'espace, au niveau du département, ça peut être même un secteur plus restreint, tenir compte des spécificités de l'emploi du salarié et surtout comporter l'obligation pour l'employeur de verser une contrepartie financière qui ne doit pas être dérisoire, sachant que toutes ces conditions sont cumulatives. Donc, quand vous penchez sur la clause non-concurrence, c'est pareil, on n'en met pas dans tous les contrats. Ça va être pour des salariés qui ont des informations, qui sont susceptibles de manipuler des informations sensibles, qui, lorsqu'ils quittent la société, si ces informations, si le savoir-faire qu'ils ont acquis dans votre entreprise risque, si elles tombaient dans les mains, entre les mains d'un concurrent, de porter atteinte finalement, de porter préjudice à votre entreprise, oui, c'est justifié de placer une clause de non-concurrence. Une clause de non-concurrence pour un directeur commercial, pour quelqu'un, un commercial qui a des infos très précises sur les prix de vente, les futurs produits qui seront distribués, un chercheur qui aurait connaissance, qui aurait un savoir qui pourrait intéresser des concurrents, etc. Oui, c'est bien sûr légitime d'introduire une clause de non-concurrence. L'exemple type dans lequel les juges ont refusé, en tout cas c'est l'arrêt qu'on retrouve dans nos cours de droit à la faculté, c'est l'arrêt laveur de vitres, qui avait donc une clause de non-concurrence. Évidemment que ce type d'emploi ne justifie pas de contraindre sa liberté de retrouver un travail, puisque c'est ça en fait la problématique, c'est que la clause de non-concurrence, quand elle est trop étendue ou pas justifiée, c'est qu'on va porter atteinte à la liberté du travail. Donc là, il faut encore faire attention à l'emploi qui est concerné. Je passe là-dessus. Sur les contentieux, eh bien, le contentieux de la clause de non-concurrence, il peut se situer lors de la levée de la clause de non-concurrence, puisque l'employeur peut se réserver la possibilité de lever cette clause s'il l'a prévu dans son contrat et s'il a prévu aussi les modalités dans lesquelles ça doit se faire. Il y a des délais qu'il doit respecter. Généralement, on peut lever de la clause de non-concurrence avant la sortie des effectifs ou dans un délai très court après. Après, c'est terminé, c'est trop tard. Le salarié pourra demander le paiement de la contrepartie financière, puisque la levée de la clause de non-concurrence, l'intérêt, c'est que l'employeur, bien sûr, ne doit pas payer la contrepartie financière. Donc ça, c'est une source de contentieux qu'on retrouve très fréquemment devant le Conseil de prud'homme. L'employeur qui lève trop tard sa clause de non-concurrence, qui ne paye pas la contrepartie, ou alors, à l'inverse, le salarié qui viole sa clause de non-concurrence alors qu'elle a été activée par l'employeur. Et dans ces cas-là, la charge de la preuve repose sur l'employeur pour démontrer que son salarié a violé la clause, et s'il y parvient, eh bien, les conséquences, c'est qu'il peut faire condamner ce salarié à des dommages intérêts pour le préjudice subi, mais également obtenir sous astreinte la condamnation à ce qu'il cesse l'activité concurrente pour trouble manifestement illicite. C'est possible aussi de condamner le nouvel employeur à des dommages-intérêts si il avait connaissance de cette clause de non-concurrence. Encore, c'est toute une histoire, c'est toute une question de preuves qui sont relativement difficiles à rapporter. Voilà, j'en ai terminé avec la clause de non-concurrence. Florian, je ne sais pas si tu souhaites, si tu peux traiter la dernière thématique très rapidement.
Alors, juste, j'ai répondu pendant l'intervention de Steven à certaines questions. J'ai essayé d'en traiter le plus possible dans le chat. Donc, vous avez la réponse notamment à des questions concernant les CDD. J'étais en train de répondre à Fatia qui demandait comment on définit la contrepartie dérisoire à une clause non-concurrence. Et donc, pour terminer ce que j'étais en train d'écrire, bah, ça va dépendre. En fait, on ne peut pas vous répondre de façon claire parce que ça va dépendre de la durée de la clause non-concurrence, de l'étendue de son secteur géographique. Mais par exemple, si vous avez une contrepartie financière fixée à 20% du salaire brut fixe du collaborateur pour une clause non-concurrence applicable pendant 12 mois sur l'intégralité de la France, bon, bah, ça fait à peu près pas de doute que ça sera une contrepartie financière dérisoire. Voilà, il faut regarder, en fait, quelle est l'étendue des suggestions du salarié. Ça dépend de la contrainte de la clause. Effectivement, plus elle est contraignante, plus la contrepartie doit être importante. Bon, après, on voit des clauses. Parfois, c'est la convention collective d'ailleurs qui prévoit le montant minimum de la contrepartie. On peut voir un tiers parfois de la rémunération. Ça se voit dans certaines conventions collectives, mais encore une fois, ça va dépendre, ce que disait Florian, des contraintes à la liberté du travail qu'elle entraîne, cette clause. Exactement. Et qu'est-ce que je voulais dire? Jérôme qui nous demande combien de temps dure la clause non-concurrence après la fin du contrat. Bah, en fait, ça peut, généralement, on ne voit pas au-dessus de 24 mois. Bien souvent, c'est autour de 12 mois. Mais là encore, comme le disait justement Steven, il faut regarder aussi si votre convention collective prévoit pas des durées maximales plus faibles. On a des conventions collectives qui limitent par exemple à 6 ou à 8 mois. À noter sur la CCN, alors sur la CNC, je ne sais pas si Steven t'en a parlé, parce que du coup, quand j'étais en train de répondre, je n'ai pas tout écouté, désolé. Est-ce que tu as évoqué l'arrêt récent de la Cour de cassation sur les conséquences pour un salarié qui momentanément ne va pas respecter sa clause de non-concurrence? Alors non, effectivement, je l'ai pas évoqué. C'est un arrêt très intéressant. Oui, c'est vrai que l'employeur devra payer la contrepartie pour la période pendant laquelle, enfin, tu m'arrêtes si je me trompe, pendant laquelle c'est à partir du moment où le collaborateur viole la clause, même si il se remet à la respecter, il perd en réalité la contrepartie financière. Donc ça, c'est une jurisprudence. Mais il conserve la contrepartie financière pour la période pendant laquelle il l'a respectée avant. Et Morgane, peut-on demander un justificatif prouvant qu'il n'est pas à la concurrence? Bah, en fait, c'est difficile de prouver quelque chose qui n'existe pas, à part une attestation sur l'honneur. On pourrait éventuellement prévoir dans le contrat de travail que le salarié nous fait une attestation sur l'honneur. En réalité, quand vous subodorez qu'il y a un non-respect de la clause non-concurrence, bah, soit on a des éléments suffisants pour attaquer en violation de la clause non-concurrence, parce que la violation de la clause non-concurrence impliquera l'arrêt du versement de la contrepartie financière afférente, bien évidemment, mais ça va vous faire une belle jambe, parce que si vous aviez prévu la clause non-concurrence, c'était pour empêcher la concurrence. Donc après, il va falloir saisir les tribunaux pour demander la cessation de la violation de la clause et la condamnation du salarié, voire même de l'employeur complice, s'il a été informé de l'existence d'une clause valide de non-concurrence et qui ne l'a pas respectée. Et donc, du coup, comment on fait ça si on n'a pas d'éléments concrets? Il y a une procédure qui existe, s'appelle l'article 145, qui vise de façon non contradictoire, donc la partie adverse n'en est pas informée, à demander au juge l'autorisation de désigner un huissier de justice qui va se rendre dans les locaux où l'on présume qu'il y a une activité concurrente pour aller prendre possession, bien souvent de l'ordinateur, et de regarder si véritablement il y a une activité en violation de la clause. Ce qui permet en fait de récupérer ces éléments. Et en fonction de ces éléments qui ont été récupérés, si effectivement ça démontre la violation de la clause non-concurrence, cette fois-ci d'aller ce qu'on appelle au fond, donc la procédure pour faire reconnaître la violation de la clause. Ouais. Bon, après, parfois, il y a des salariés pas très malins qui mettent à jour leur LinkedIn et ça peut suffire à démontrer la violation de la clause en fonction de l'intitulé du poste et de l'entreprise que vous identifiez. Mais bon, bien souvent, on n'a pas cette preuve. Si vous l'avez pas, en tout cas, l'article 145 peut être intéressant. Alors, du coup, sur la rémunération variable, juste 2 mots et ça va répondre en fait à la question de Kevin. Si vous mettez en place un système de rémunération variable, surtout, les principaux warnings à retenir. 1, faites très, très attention à la rédaction du contrat de travail.
vous avez le champ des possibles dès lors que c'est indiqué de façon explicite dans le contrat de travail. C'est-à-dire que je peux dire dans le contrat de travail, les objectifs vont être fixés unilatéralement par l'employeur. Et donc, dans ce cas-là, la modification d'objectifs d'une période de référence à l'autre ne nécessite pas l'accord du salarié. Comme vous pouvez dire que ça sera fixé d'un commun accord avec le collaborateur en début de chaque période de référence. Si vous partez sur l'hypothèse 1, je la fixe unilatéralement. Dans ce cas-là, il faut aller au bout des choses. C'est-à-dire que si dans les faits, vous faites signer un avenant au contrat de travail chaque année pour la fixation des objectifs, eh ben, vous perdez la souplesse prévue par le contrat. On vous dira peut-être que le jour où il y aura un contentieux sur les objectifs, vous direz oui, mais regardez dans le contrat initial, il est prévu que ça peut être fixé unilatéralement par l'employeur. Le salarié vous répondra à raison, oui, mais dans mon contrat, mais en réalité, dans les faits, chaque année, vous m'avez fait signer un avenant. Donc, vous avez contractualisé le fait qu'il fallait mon accord. Donc, il faut fixer très clairement dans le contrat les règles et les appliquer au quotidien. Et si vous êtes sûr, que vous soyez d'ailleurs sur la fixation unilatérale des objectifs ou la fixation d'un commun accord avec le salarié, la règle, effectivement, Kevin, c'est que les objectifs doivent être fixés avant le début de la période de référence. Concrètement, ça veut dire quoi? Je suis sur des objectifs à l'année. Eh bien, avant le 1er janvier de chaque année, je dois avoir fixé les objectifs aux salariés et je dois surtout avoir un document qui le prouve. Le problème, c'est que bien souvent, on n'a pas ce document daté. Et la règle, et la Cour de cassation se tient à son totem, c'est que si vous ne prouvez pas que vous avez fixé les objectifs aux salariés avant le début de la période de référence, il peut être éligible à 100% de son bonus. Donc, il faut faire très attention avec la fixation des objectifs. Alors, je vais répondre à quelques questions qui avaient été posées sur la question de la convention collective pour terminer. Céline nous avait demandé si le fait de contractualiser la convention collective peut être remis en cause par les salariés. La réponse est oui. Si vous appliquez une convention collective qui n'est pas la bonne convention collective et qui est moins favorable que la convention collective qui pouvait être appliquée, eh bien dans ce cas-là, le salarié peut revendiquer l'application de la bonne convention collective plus avantageuse, et ce, même si dans le contrat de travail, il avait été indiqué une autre convention collective. C'est quelque part le principe de faveur qui existe toujours en droit du travail qui s'appliquera. Aurélie nous a demandé quelles répercussions si on mentionne une convention collective dans les bulletins de salaire qui serait différente du contrat, ou même si dans le contrat de travail, il n'y avait rien. Là, la Cour de cassation nous dit la mention d'une CCN dans la convention collective, c'est une présomption simple de l'application de cette convention collective. Ça veut dire que il va falloir, si vous avez une mention d'une CCN dans les bulletins de paie, il va falloir se défendre pour expliquer que ce n'était pas la bonne convention collective à appliquer. C'est une présomption simple. J'ai eu aussi également beaucoup de questions de personnes qui ont dit mais on n'a pas à mentionner la convention collective dans les contrats de travail et surtout depuis la réforme de 2023 sur les obligations d'information auprès des salariés. Alors, légalement, vous n'avez pas l'obligation de mentionner dans le contrat la convention collective. Par contre, vous avez l'obligation, dans un document, d'informer le salarié de la convention collective applicable. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faut arrêter la multiplication de la paperasse. On est déjà sur un droit du travail très complexe. Plutôt que d'avoir le contrat de travail et puis un document à part, bon, mentionner la convention collective dans le contrat, mais faisons-le intelligemment, j'ai envie de dire, c'est-à-dire en révisant les matrices de contrat pour qu'il n'y ait pas de valeur informative. Sachant que ça, c'est la loi, mais vous avez quand même beaucoup de conventions collectives qui fixent également un contenu obligatoire au contrat de travail. Et quand vous regardez ce contenu obligatoire, eh ben, vous voyez que la mention de la convention collective y figure. Donc, en fait, vous êtes tenu de le faire en application de votre convention collective. Et sachant enfin que même si je ne le mentionne pas dans le contrat, mais que je donne un document au salarié qui liste la convention collective appliquée sans les usages nécessaires pour indiquer que c'est
une simple valeur informative, à mon sens, en cas de contentieux, on se retrouvera exactement dans la même situation, c'est-à-dire que le collaborateur dira, eh bien, cette convention collective, elle a été contractualisée parce que vous m'avez informé que ça serait celle-ci qui serait applicable, sans m'indiquer que c'était simplement une mention indicative. Voilà pour les questions qui ont été posées. Alors, s'il y a des questions qui n'ont pas pu être traitées, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes à votre disposition pour pouvoir vous accompagner dans la gestion de vos problématiques RH. Comme l'a dit Steven, on intervient en conseil et en contentieux sur l'intégralité de la France. Donc, vous avez nos adresses mail, le numéro de téléphone, et on se fera un plaisir de pouvoir répondre à vos problématiques. Une personne avait demandé en début de webinaire comment s'inscrire à la newsletter. Alors, si jamais vous ne voyez pas le bouton Call to Action, allez sur notre site internet www.voxius-avocat.com où vous pourrez vous inscrire à notre webinaire, dont le prochain numéro là paraît sera diffusé dans quelques minutes. On s'est tout dit, Steven? On s'est tout dit. On vous souhaite une bonne journée. Très bonne journée et à très vite. Au revoir.